Euh, alors, merci à Philippe Marin et Anne Faure pour l'invitation à cette journée. J'ai choisi un titre un peu présomptueux pour la présentation d'aujourd'hui, mais ça paraissait refléter un peu ma pratique. Les deux intervenants qui sont passés avant moi ont parlé d'une forme d'art très intégrée pour Daniela et d'une production artistique pour Rémi Jacquier, un peu plus détachée de l'architecture, mais liée à l'architecture par le process. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt un phénomène qui utilise les mêmes mécanismes que chez Rémi, donc qui parle de l'indécision, un peu l'indéfinition de ces limites entre l'art et l'architecture, mais qui utilise comme output, comme livrable, uniquement l'image, donc un élément bidimensionnel. Donc, vous l'avez entendu, je suis un praticien, j'enseigne pas, donc ce n'est pas une dimension pédagogique pour moi, le processus que je fais là, mais je gère un bureau d'architecture dans lequel on a souvent des chevauchements avec des projets artistiques, et puis ma pratique d'artiste vient enrichir également le travail qu'on fait au bureau. Donc les images que je vous présente aujourd'hui sont uniquement des images qui sont réalisées par moi, de temps en temps en collaboration avec des personnes au sein de mon bureau d'architecture, mais qui sont des produits en tant que tels. Et puis, il n'y a comme pas de jugement de valeur entre qu'est-ce qui est de l'ordre du produit fini, du livrable, de l'œuvre d'art, de l'élément issu d'un processus. Et puis, c'est avec cet axe-là que j'aimerais que vous lisiez ces images. C'est trop fort. Ça saute. Juste, on va changer de côté. On va changer de côté. Alors. On va mettre celui-là ou celui-là, là, si tu veux. Tiens. Désolée. Pas de souci. Parce que c'est vraiment pénible. C'est pas simple. Alors j'ai essayé de commencer peut-être une forme d'historique de ma carrière. Donc j'ai une carrière moins avancée que les intervenants jusqu'à maintenant. Et l'idée, c'était de partir de l'image descriptive, qui fait plus partie d'une notion de beaux-arts et qui vient très tôt dans ma pratique comme manière de s'approprier un environnement bâti, un environnement construit ou naturel. J'ai le malheur ou le bonheur de venir d'une petite ville avec une substance historique bâtie très, comment je dirais, pittoresque, qui a été relevée par les peintres anglais et mis en valeur par Turner. Donc c'est dans un contexte bâti avec une substance gothique tardive que j'ai grandi, et du coup ce rapport à la peinture comme appropriation d'un espace bâti est arrivé assez tôt dans ma pratique. Donc un travail très descriptif d'appropriation et de communication et de retranscription de cet espace bâti. Ça, c'est une dimension de mon travail où j'essaye de travailler de manière toujours contextuelle. Ça veut dire qu'en art et en architecture, pour moi, le contexte, qu'il soit bâti, un environnement ou culturel, est au centre. Mais cette pratique un peu liée à la notion de beaux-arts ou d'art pour l'art touche vite, enfin pour moi touche vite ses limites et évite quelque chose de quelque peu ennuyant. Et du coup, comme architecte, on se retrouve à être confronté à tout un autre monde. Le monde de la construction, du pragmatisme, du bâti, où on a par contre des dimensions esthétiques et puis picturales qui ressortent dans le quotidien. Et du coup, on est sollicité, ou comment je dirais, questionné sur sa pratique de peintre descriptif et mis en porte-à-faux par rapport à ce qu'on trouve dans le bâti, je trouvais. Et du coup, on se sent vite appelé par des éléments picturaux qu'on trouve sur des chantiers, qui ont une forme d'esthétisme que je trouve intéressante. Et donc ce travail de recherche issu du quotidien fait aussi partie de ma pratique. La question qui se pose, c'est de se dire, est-ce que dans un travail descriptif, on arrive à lier les deux mondes? Et du coup, j'ai été vite appelé ou motivé à traiter ces questions du chantier en matière picturale. Donc c'est tout des aquarelles liées à ce que je trouve dans mon quotidien d'architecte.
Cette première démarche, donc démarche picturale descriptive, elle part d'un contexte bâti ou d'un environnement qui crée une impulsion chez l'artiste ou chez l'observateur qu'on a envie de retranscrire. Et puis, par contre, c'est une démarche qui, pour moi, a vite ses limites et ça saute tout le temps, bien. Voilà. La deuxième partie de mon travail parle d'image prospective. Ça veut dire que dans un bureau d'architecture, on développe des projets, on a besoin d'images pour communiquer, pour confronter nos constructions mentales avant de bâtir quelque chose. Donc toutes les images que je vous présente là, c'est des images qui sont issues du process de notre bureau. Qui sont des images, comment je dirais, créées rapidement. Ça veut dire que la valeur de l'image n'est pas donnée par sa qualité léchée ou aboutie, mais c'est vraiment dans le process. Ça veut dire qu'il n'y a pas une image sur laquelle j'ai travaillé plus que 2 minutes à 4 heures, je dirais. Donc c'est des images qui permettent de développer des idées. Et puis, à l'inverse d'une démarche descriptive, dans l'image prospective, ça veut dire qu'on crée notre projet issu d'un milieu bâti, on se fait une image mentale qu'on construit digitalement et qu'on retranscrit après dans un livrable graphique ou pictural. Donc ces livrables, ça peut être des esquisses très rapides pour pouvoir confronter une image mentale avec des collègues au bureau, ou tout de suite des images plus abouties pour pouvoir en discuter plus concrètement avec des clients. Ou c'est des esquisses qui sont très simples, faites sur une tablette au fur et à mesure, qui retracent juste une idée, mais qui après suffisent à porter un projet jusqu'à sa concrétisation. On se dit, on a juste une esquisse au début du projet, et puis elle porte le projet jusqu'à la fin parce que les 10 secondes qu'on a investies dans l'esquisse sont suffisantes pour avoir une force à porter un projet. Où on se retrouve avec des images qui sont... comment je dirais, pour vendre un projet ou une idée architecturale. Et je trouve toujours intéressant de voir quelle est l'image finie ou le bâti fini et de confronter la représentation qu'on avait en début de processus avec cette image finie où on a eu tout le processus en cours de route. Même chose, ça peut être des images qui sont réalisées comme ici très rapidement juste pour vendre une idée dans un projet de construction provisoire, mais où on essaye de conserver ou de développer une ambiance qui a été évoquée au début. Donc, toutes ces images sont des outils de travail pour nous qui après sont confrontés à une réalité assez brutale du chantier dans lequel il s'agit de les retranscrire. Et c'est en ce sens qu'elle m'intéresse, où on se dit il y a des projets où l'image d'architecture du début est suffisamment conservé jusqu'à la construction, et d'autres projets où on a par exemple uniquement une coupe, une section avec une perspective et puis un rendu architectural, et à la fin on ne conserve uniquement la forme et toute la matérialité a changé. Donc cet intérêt entre la première image, le kick-off, la représentation mentale qu'on fait dans un groupe de planificateurs, et puis la réalisation fait partie de notre quotidien. Et des fois, il y a des projets où on se dit, on a juste une idée, on n'a même plus besoin d'image, mais l'idée qu'on arrive à faire germer dans la tête des autres est suffisante, sans support graphique, pour après porter un projet et puis le construire de A à Z. Ici, c'est une collaboration pour une installation qu'on a fait avec des amis architectes cet été. Une partie de notre métier, c'est aussi de se dire que les images sont des outils, sont des outputs et des livrables, sont aussi une marchandise qu'on vend à d'autres bureaux quand on développe un projet, peuvent être aussi des œuvres d'art. Et là, on a, comment je dirais, un côté très pragmatique des fois au bureau où on fait des images comme livrables à vendre à d'autres bureaux, donc sans juger de la qualité architecturale du bureau, qui est des fois très variable. Et par contre, quand c'est nos projets à nous, on essaye de réfléchir de manière stratégique avec ces images, de dire une image, elle fait parler, elle défend un parti architectural. Ici, c'est un exemple d'un concours qu'on a réalisé avec, je viens de Suisse, donc fromage, gruyère. L'association de tous les fromagers ont décidé de construire un bâtiment énorme pour la production du gruyère en Suisse.
Et du coup, ils auraient voulu conserver une image très artisanale de ce gruyère, alors que l'usine est immense. Donc on a proposé d'enterrer toute l'usine, et du coup, l'image du concours, on a décidé de faire une petite aquarelle toute légère pour camoufler un peu l'énorme production souterraine cachée sous ce bâtiment. Donc là, l'image où on utilise des outils picturaux un peu traditionnels pour relever ce côté naturaliste de l'artisanat, alors qu'il s'agit de camoufler une usine. Là aussi, une image très intéressante qu'on a fait pour un de nos concours, où on se dit que l'architecture fait partie du bâti, et en ce sens, une image léchée où on distingue à peine la différenciation entre le montage et le bâtiment, et où l'architecture reflète aussi cette volonté d'intégration avec des éléments pris du milieu bâti et une architecture plus analogue. Quelquefois, on se dit qu'il faut changer complètement d'outils pour nos projets. C'est un mandat qu'on a perdu. Je ne sais pas si c'est à cause de cette image, mais l'idée était de vendre une notion, un concept pour une chapelle mortuaire. Donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose d'un peu plus décalé qu'un rendu léché où on voit juste la belle lumière zénithale qui vient lécher le long du mur. Donc on a présenté le projet sous cette forme-là. Certains rendus sont là juste pour mettre l'accent sur ce qu'on veut vendre comme architecte et occulter tout le reste du contexte. Du coup, on montre uniquement l'espace intérieur, ou pour d'autres bureaux, on essaye de raconter une histoire et d'avoir une image plus narrative en présentant ça sous forme, comment je dirais, plutôt dessinée, graphique, pour avoir une narration à un moment dans une journée près d'un bonhomme de neige dans une petite école, et vendre un projet qui vient exploser l'échelle d'un quartier. Donc je trouve aussi intéressant de se dire l'image comme outil promotionnel. Et ça, c'est une des dernières images qu'on a faites pour la Confédération suisse, qui demande à un bureau d'architectes et d'artistes de parler de mobilité, alors que nous, on est spécialistes de ce qui est le plus figé et le plus permanent. Donc on a décidé de présenter ça sous cette forme-là, en utilisant le coin le plus typique, traditionnel suisse, pour monter une architecture composée d'un agrégat d'objets iconiques de l'architecture suisse. Donc là, je vous ai présenté la pratique que je fais comme peintre descriptif, l'utilisation d'images qu'on fait au sein du bureau. Ces deux domaines ont pour moi certaines limites, et puis il est intéressant de trouver un autre moyen pour pouvoir les exploser un peu plus. Et ce moyen, j'ai essayé de développer dans ce projet qui s'appelle ESSI, qui est un projet d'art qui trouve sa forme sous un livre. Et l'idée était d'utiliser des lieux comme input, des lieux qu'on peut de manière assez simple transformer en apportant chaque fois une réflexion architecturale. Donc vous avez un produit artistique qui est une image digitale, mais qui utilise uniquement les mécanismes de l'architecture, du montage 3D et du développement de projet. Donc là, certaines images, comment je dirais, de ce projet sont des villes que j'ai choisies comme ça. J'ai juste sorti 2-3 exemples. Et après, j'ai fait toute une série sur la ville dont je viens, qui permet de poser des questions architecturales par le biais de l'art. Ici, c'est la question de l'Acqua Alta à Venise, de se dire comment on transforme un lieu si on commence à modifier le niveau d'eau, puis de se dire le palais des Doges, qu'est-ce qu'on lui donne comme forme ou comme nouvelle lecture. Cette nouvelle lecture, elle peut s'imposer à beaucoup de lieux en Suisse ou dans notre environnement bâti. Là, l'intérêt, c'était de se dire, en Suisse, on a une architecture militaire qui est très prononcée, mais personne ne le sait. On a 25 000 bâtiments qui sont déguisés qui sont des fortifications, mais déguisés en bâtiments civils. Et du coup, de se dire, qu'est-ce que ça donne en centre-ville de redonner une fonction plus visible. Autre image, l'image d'un remblai qu'on a dans la ville, qui historiquement était très prononcé et pour lequel il fallait développer, j'ai trouvé intéressant de développer une architecture utopique. Donc là, un travail d'abord de modélisation mentale, mais après de modélisation 3D et de développement d'architecture quelque peu, comment je dirais, historisante et décalée,
pour après redonner à ce ravin une nouvelle forme, et puis donner à l'observateur de cette image une nouvelle lecture du lieu. Donc l'idée n'est pas de présenter des projets qui sont à réaliser, mais des projets qui permettent à l'observateur de lire le contexte de manière un peu différente ou de donner un autre regard. Même chose ici pour une place de ville qui est dans un milieu bâti à grande valeur, mais qui n'a aucun amour propre pour son revêtement. Si on prend d'autres villes comme Copenhague, comme ça, on se dit qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes qui se passent. Et l'idée était de développer avec le patrimoine culturel de cet endroit, c'est-à-dire une histoire, une légende d'un dragon qui loge à côté de cette place, de développer un motif. Donc ici, on repasse dans le 2D, dans le graphique, pour après pouvoir développer un pavement pour cette place. Donc c'est tous des projets qui sont là pour susciter un intérêt et après peut-être, comment je dirais, développer des initiatives propres d'autres personnes et puis réfléchir au lieu. De manière très simple aussi, certains montages où on se dit qu'en urbanisant une partie de la ville, en utilisant uniquement des quartiers existants, on arrive au final à peut-être quelque chose de cohérent, mais qui a peut-être peu de valeur architecturale et qui pose la question de se dire est-ce que les moyens qu'on utilise dans le développement urbanistique de certains lieux sont les bons quand on travaille uniquement avec ce qu'on connaît. Donc c'est des questions qui sont sous-jacentes à ce travail-là. Un pont qui a été fermé à la circulation routière dans cette ville, qui par contre est issu d'un concours dans lequel il y avait un projet qui a été soumis en 1920 de pont habité, thématique qu'on retrouve dans d'autres villes. Et du coup, la question était de se poser, de réfléchir à une architecture complémentaire à ces arches de pont maintenant inutilisées, mais qui sont là comme patrimoine, pour développer quelque chose et puis réfléchir comment donner une nouvelle lecture à ce pont qui est inutilisé. Cette question-là peut s'appliquer aussi à d'autres endroits où on essaie de révéler une potentialité. Donc c'est toujours des images sans prétention, mais avec une réflexion qui est là pour susciter quelque chose. Une grille de ventilation complètement anodine où on se dit on pourrait en faire un piédestal pour un objet quelconque et mettre en valeur peut-être quelque chose qui a de la valeur aux yeux des habitants, ou chercher dans un patrimoine culturel plus élargi pour valoriser une friche industrielle et un ancien silo, peut-être sous forme d'hôtel capsule, et de suggérer quelque chose pour un développement futur à la ville. Cette question s'applique aussi, par exemple, à des utilisations alternatives ou à des changements d'affectation, des utilisations temporaires, où on se dit une œuvre d'art qui en hiver n'a pas de fonction ou peu de fonction peut être transformée, utilisée. Donc on revalorise Jean Tinguely en plein hiver en installation de spa. Cette question est aussi intéressante pour moi dans un processus inverse. Ça veut dire que au lieu d'ajouter ou de construire quelque chose, on déconstruit une réalité qui permet de donner également une nouvelle lecture à l'existant, où on agrandit, on augmente, on repense une architecture pour valoriser un bâti existant, ou créer une fermeture temporaire en utilisant ici les vitraux historiques de la cathédrale, donc en utilisant un élément du sacré pour pouvoir compléter un élément très, comment je dirais, populaire et lui donner de la valeur. Ou se poser la question de l'entrée dans une ville qui ici est uniquement une entrée fonctionnelle, infrastructurelle, et de se dire quelle serait l'architecture qu'il faudrait donner pour répéter une porte de ville historique qu'on trouve dans le milieu bâti. Chaque image ici est là pour questionner quelque chose. La question de l'identité d'une silhouette de ville est toujours très présente. Ici, c'est de se dire tous les habitants de Fribourg, donc de cette ville, sont sensibles à la cathédrale gothique, et puis de se dire en lui changeant son identité, on change quelque chose dans la perception que les gens ont de la ville. Et du coup, la dernière image montre ça aussi de manière un peu, comment je dirais, narrative ou poétique, de se dire
l'image que j'ai de la ville est une image figée, mais qui peut être complètement repensée ou imaginée sans douleur si c'est qu'en 2D. Mais l'effet est là, et puis l'idée était d'utiliser des moyens architecturaux. Donc on développe une architecture, on réfléchit à des projets même utopiques, mais pour pouvoir susciter quelque chose. Donc ça, c'est un des projets qui me tient à cœur. Le deuxième projet que j'ai développé dernièrement, en lien avec une exposition que j'ai aussi planifiée au Musée d'art et d'histoire avec la curatrice, était de réfléchir à réinterpréter le patrimoine culturel le patrimoine culturel du Musée d'art et d'histoire, et de demander aux artistes de revisiter certaines œuvres. Et là, l'œuvre que j'ai proposée moi-même pour cette exposition était basée sur une représentation, comment je dirais, picturale de la ville au XVIe siècle, qui, à l'époque, a été commandée à un peintre solerois, donc issu d'une autre partie du pays, qui a permis de montrer la ville sur un plan sud, en perspective cavalière, et de donner à ce moment-là aux habitants de la ville une nouvelle perception de la ville, de se dire c'est notre ville, elle a une identité, et c'est cette identité-là qu'on a. Et je me suis posé la question sur comment réinterpréter cette notion de redonner aux habitants ou à l'observateur, de manière modeste, une nouvelle lecture de la ville, en utilisant des moyens architecturaux. Et j'ai essayé, donc Fribourg est une ville à forte topographie, avec une rivière qui passe en son sein, et une substance bâtie historique assez importante. Donc l'idée était de se dire, et si on utilise un moyen architectural simple du quotidien de l'architecture, une coupe, qu'on fait normalement au centième pour un bâtiment, au 200e, mais à l'échelle d'une ville. Donc je me suis mis en tête de faire une coupe au centième à travers 2 km de ville pour pouvoir donner une nouvelle lecture à cette ville. Donc ça demandait une préparation, ça demandait de créer un modèle 3D et puis de réinterpréter les données 3D donc du géomètre de cette partie de ville. Là, certains accidents que je trouvais intéressants au niveau pictural, une fois que les données ont été explosées, de conserver ça comme trace, et au final un redessin de toutes ces informations léchées qui permettent une lecture sur différents plans de cette ville. Ça veut dire une lecture au niveau de la topographie, où on comprend ces différences de niveau, une lecture en différents plans, donc un premier plan et puis une profondeur, donc toute la projection de la ville. Donc on a la projection de tous les bâtiments de la ville vers le côté sud, cette coupe qui continue à travers toute la ville. On retrouve la cathédrale, vous verrez. Et puis au final, on a une coupe qui fait 4 mètres de long, qui a une dimension, comment je dirais, explicative au niveau topographique, au niveau de la profondeur et du rapport entre les bâtiments, mais aussi une dimension narrative qu'on retrouve en suivant le fil de la coupe. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc j'ai essayé de vous expliquer la démarche, comment je dirais, descriptive du travail, la démarche prospective et la zone grise d'indéfinition entre ces domaines où j'essaye d'utiliser les moyens architecturaux pour créer des produits artistiques.